Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Avant Ben Affleck, Christian Bale, George Clooney et Val Kilmer, il y avait Michael Keaton. Il fut le héros du Batman de Tim Burton qui a tout changé et qui propulsa le Chevalier Noir dans une autre dimension, sombre et gothique à souhait. Alors allumez le bat-signal, on est parti pour les petits secrets et détails bien vintage du film. Sorti en 1989, pile poil pour les 50 ans du Justicier, cette adaptation plaça un peu plus encore le genre du comic book movie dans la catégorie des blockbusters, quelques années après le Superman de Richard Donner. Une petite révolution qui n'oublie pas ses origines, puisque le dessin qu'on peut apercevoir au début du film est l'œuvre de Bob Kane lui-même, le créateur de Batman, dont la signature est visible juste en dessous. Jack Napier, le nom civil du Joker révélé dans le film, est aussi un petit clin d'œil à l'histoire du super-héros et renvoie à l'acteur Alan Napier qui joua Alfred dans la série télé Batman des années 60. De plus, le visage du vilain, visible à la fin de sa pub télévisée, ressemble à la version du Joker de César Romero, issue de la même série. Enfin, le début du film qui montre l'agression d'un couple et de son enfant est bien sûr une référence aux origines de l'homme chauve-souris qui vit ses deux parents tués lors d'une agression dans une rue. Les cinéphiles observateurs auront aussi peut-être pu reconnaître que les outils utilisés pour guérir le visage du Joker sont les mêmes que ceux du dentiste sadique dans la petite boutique des horreurs, et plus subtilement, le trône sur lequel est assis le Joker ici est apparu à l'origine dans le film La Reine Christine avec Greta Garbo, sorti en 1933. Notons au passage que le némésis du Chevalier Noir aime par ailleurs la ponctualité, car juste avant d'entrer dans la cathédrale à la fin, on l'entend demander un hélicoptère pendant 10 minutes. La scène qui suit se déroule alors en temps réel et l'appareil arrive exactement 10 minutes plus tard. On vous a dit ponctuel. Pour continuer sur le fameux méchant, on peut voir ce dernier ravager un musée dans lequel on aura reconnu entre autres des peintures de Rembrandt ici ou d'Edgar Degas juste là, quand la seule œuvre que le Joker aime et épargne est le tableau Figure with Meat de Francis Bacon. Et si vous êtes fan d'art, vous aurez aussi pu voir que le Guggenheim Museum du film est un petit clin d'œil au célèbre musée Guggenheim. On peut aussi noter que dans cette même scène, le mot du cadeau reçu par Vicky Vale fut écrit par le réalisateur Tim Burton en personne. Dans un autre registre, la carte de Gotham City sur laquelle se penchent Vicky et son collègue est en réalité celle de la ville de Vancouver, quand le drapeau de Gotham que l'on devine juste là reprend certains motifs comme les étoiles et le cercle de celui de l'État de l'Indiana. Plus amusant, la photo du jeune Bruce Wayne, visible dans le journal juste là, est prise d'une scène coupée où un jeune James Gordon prenait en charge l'enfant traumatisé. Une scène qui sera finalement reprise quasiment telle quelle par Christopher Nolan dans son Batman Begins. Enfin, signalons que la célèbre Batmobile est construite sur un châssis d'une moins impressionnante Chevrolet Impala, ou que pour son rôle de jeune femme en détresse, Kim Basinger crie pas moins de 23 fois pendant tout le film. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non. Après un premier Batman culte dès sa sortie où Michael Keaton affrontait un Joker déjanté, Tim Burton en a remis une couche avec Batman le défi. Un film encore plus sombre où l'homme chauve-souris fait cette fois face à un terrifiant pingouin et une troublante Catwoman, le traumatisme assuré pour les enfants de l'époque. Retour dans un Gotham plus gothique que jamais. Bien qu'il soit le seul Batman à ne pas faire référence au meurtre des parents du petit Bruce Wayne, Batman le défi est de loin l'épisode le plus sombre de la saga originale. Pour cause, l'influence omniprésente de l'expressionnisme allemand dans le film de Tim Burton. En plus du design des architectures et du travail sur la lumière, Burton pousse la référence jusqu'à nommer le personnage de Christopher Walken Max Schreck, nom de l'acteur qui avait interprété Nosferatu dans le film de Murnau. Sachez d'ailleurs que le rôle avait à l'origine été écrit pour David Bowie, qui n'a pas pu faire le film à cause de son engagement sur Twin Peaks Fire Walk With Me. Autre référence, le costume du pingouin directement tiré du cabinet du docteur Caligari, et cette scène entre lui et Catwoman à travers une cage qui rappelle une scène similaire dans le Frankenstein de 1931. Notons au passage l'allusion un peu coquine de Tim Burton dans cette scène où le pingouin caresse littéralement la chatte de Catwoman, tandis qu'elle met littéralement encore le petit oiseau du pingouin dans sa bouche. Une scène qui avait outré les associations de parents aux États-Unis et qui a valu à la promo du film d'être retirée des fast-foods. Et toujours sur le vilain campé par Danny DeVito, la petite troupe de pingouins qui l'accompagne dans le film a été un vrai challenge sur le tournage. L'équipe a ainsi dû faire venir des pingouins dressés d'Angleterre et leur a construit un parc climatisé avec de la glace et de l'eau pour nager. Si bien que les petites bêtes se seraient reproduites sur le plateau, signe de bien-être. Le reste des animaux étaient des animatroniques si réalistes que le légendaire Stan Winston, responsable des effets spéciaux, aurait retrouvé un vrai pingouin endormi contre un des automates. Si c'est pas mignon. Et lorsque le pingouin affirme « Je ne suis pas un être humain, je suis un animal », c'est bien sûr en réponse à la phrase inverse prononcée par John Merrick dans Elephant Man.
Les parents du pingouin sont ici campés par Paul Rubens et Diane Salinger, les stars de Pee-wee Big Adventure, toujours de Tim Burton. Rubens reprendra ce rôle dans la série Gotham quelques 22 ans plus tard. Quant à Max Schreck, ses boutons de manchette en forme de dents humaines sont un clin d'œil au Gatsby le Magnifique de 1974. Et pour l'anecdote, on trouve dans son bureau une photo de lui avec un certain Arnold Schwarzenegger, amusant quand on sait que Schwarzy interprétera Mr. Freeze dans Batman et Robin 5 ans plus tard. Burton et Batman oblige, on a remarqué pas mal de références au monde du dessin animé, à commencer par ces poupées des Tortues Ninja, ce logo qui rappelle Félix le chat, ou ce Gogo le dodo des Tiny Toons peint sur un blouson. Et sachez que cette note de Batman est écrite par la main même de Bob Kane, le créateur du Chevalier Noir, dont la femme fait un petit caméo ici. Et en parlant du Chevalier Noir, il est connu pour ne jamais tuer ses adversaires. C'est pourtant ici le cas lorsqu'il pose une bombe dans le pantalon de ce pauvre sbire, avant de l'envoyer vers une mort certaine, avec un sourire assez flippant. Un Batman pas si droit dans ses baskets donc, et c'est le cas de le dire, puisqu'au lieu des bottes en cuir habituelles, il porte dans ce film une paire de Air Jordan noirs. Eh oui. Enfin, lors de la scène de bal costumé, seuls Bruce Wayne et Selina Kyle ne portent pas de masque, un symbole fort qui signifierait qu'au fond, leur vraie identité est bien Batman et Catwoman, et que Bruce et Selina ne sont qu'un masque pour le reste du monde. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Après les deux chefs-d'œuvre noirs et gothiques de Tim Burton, les studios Warner ont voulu donner à Batman une tournure plus colorée et orienter les films de la saga vers le jeune public. Le résultat, Batman Forever de Joel Schumacher, qui malgré son casting 3 étoiles, est tellement mauvais qu'il en redevient bon. Alors sortez vos costumes en plastique et vos décors en carton-pâte, c'est parti pour quelques petits secrets. Même si Batman Forever adopte une esthétique résolument cartoon, le créateur du dessin animé Batman, Bruce Timm, a affirmé avoir détesté le long métrage de Joel Schumacher. Pourtant, le réalisateur semblait prédestiné, puisqu'il est né en 1939, année de la création de Batman, et il est en plus un vrai fan de l'homme chauve-souris, contrairement à Tim Burton. Il voulait même à l'origine adapter Batman Year One de Frank Miller, mais les studios n'ont pas vu les choses comme lui. Mais revenons-en à Batman Forever. La nouvelle direction artistique choisie par Joel Schumacher n'a pour le coup pas vraiment plu à Michael Keaton, qui a laissé sa place à Val Kilmer, dont l'interprétation aurait beaucoup plu à Bob Kane, le créateur de Batman. Sa femme Elizabeth Sanders a d'ailleurs repris son apparition du précédent film, aux côtés de Michael Goose et Pat Hingle, seuls acteurs également présents dans les films de Burton. Et qui dit nouveau Batman, dit nouveau costume. Un costume si lourd que Val Kilmer aurait perdu plusieurs kilos, rien qu'en tournant la scène d'ouverture. Ce qui ne nous empêche pas de pouvoir profiter de ce gros plan sur ses fesses. Et si les tétons sur les costumes ont beaucoup fait parler d'eux, c'était à l'origine en référence aux statues antiques. Quant à Robin, interprété par Chris O'Donnell, son costume est inspiré de celui du troisième Robin des comics, Tim Drake, et non de celui de Dick Grayson. Reste un petit clin d'œil au costume rouge et jaune d'origine à travers celui que porte sa famille au cirque. Sa première apparition en costume est un hommage à Tim Drake, puisqu'en plus d'avoir son costume, il sauve Batman d'une pile de débris, tout comme Drake lors de sa première apparition dans le comic book. Et lorsqu'il suggère Nightwing comme nom de héros, c'est évidemment en référence au nom que Dick Grayson prend dans le comic une fois adulte. Côté clin d'œil, les fans de cinéma hongkongais auront noté que la scène un peu ridicule où Robin étend son linge pour prouver son agilité est directement tirée du film Dead Note de Yuen Woo-ping, également connu pour son travail sur Kill Bill. Notons au passage que la sœur de Chris O'Donnell est venue lui rendre visite sur le tournage et fait un petit caméo ici. Et tant qu'on est dans les caméos, vous avez ici le groupe de R&B oublié En Vogue, qui porte assez mal leur nom, ou encore Jon Favreau, le futur réalisateur d'Iron Man. La fausse note de suicide adressée à la personne concernée est une référence à une note similaire dans les Goonies. Quant à Tim Burton, il a droit à deux petits hommages avec ce déguisement de l'étrange Noël de Monsieur Jack et à travers le docteur Burton, dont la coupe de cheveux est clairement celle de son homonyme. Pour finir, parlons des méchants, et tout d'abord Tommy Lee Jones dans le rôle de Double Face. Dans le premier Batman, c'était Billy Dee Williams, le fameux Lando Calrissian de Star Wars, qui incarnait Harvey Dent. Un rôle qu'il avait accepté dans l'espoir d'incarner son double maléfique plus tard, loupé puisque dans Batman le défi, le rôle de Dent a été réécrit pour devenir Max Schreck et que Williams n'a pas été repris dans le film. Pour se consoler, l'acteur donnera sa voix à Double Face en 2017 dans le film Lego Batman. Reste que la pièce de Double Face est rayée sur l'une des faces des initiales HD pour Harvey Dent et que l'extérieur de son repère avait déjà servi sur Batman le défi. Quant à Jim Carrey, que Tommy Lee Jones a littéralement détesté sur le tournage, il incarne un homme mystère plus déjanté que jamais, habillé en vert et adepte des grimaces. Un rôle qui vous rappelle peut-être The Mask, si bien que lorsque Nigma tue son boss, il s'écrie What a Rush,
La même phrase que dit Jim Carrey après avoir essayé le masque la première fois dans le film de 1994, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Après Batman Forever, Joel Schumacher fait encore plus fort avec le kitschissime Batman et Robin. Un George Clooney qui n'a pas l'air de bien savoir ce qu'il fait là, un Arnold Schwarzenegger qui lance des vannes foireuses à tout bout de champ. Bienvenue dans le meilleur du pire de la franchise Batman. Alors vissez bien les tétons sur votre bas de costume, on est parti pour les petits secrets du film. On ne va pas se mentir, le film est encore pire que le précédent et a été élu pire film de tous les temps par Empire Magazine. C'est aussi le seul des 4 Batman de l'époque auquel Tim Burton n'a pas du tout participé et le seul qui n'a eu aucune nomination aux Oscars. Joel Schumacher lui-même s'est publiquement excusé et George Clooney a même remboursé de sa poche la place de cinéma à quelques spectateurs mécontents croisés dans la rue. Une blague qui a dû lui coûter cher, sauf bien sûr s'il avait gardé sa Bat Credit Card, valable forever, petit clin d'œil à Batman Forever bien sûr. Et le film contient quelques autres références à l'univers de l'homme chauve-souris. Ainsi on peut voir dans les pièces à conviction de la prison les costumes de Double Face et de l'homme mystère du film précédent, ou un tag du Joker visible durant cette course-poursuite. Rien à voir avec Batman, mais on a aussi repéré Sammy de Scooby-Doo. Le costume de Robin est cette fois basé sur celui de Nightwing dans la BD, et Batgirl est ici Barbara Wilson, la nièce d'Alfred, alors que dans les comics, il s'agit de Barbara Gordon, la fille du commissaire. Et si vous regardez bien, la photo de la mère de Batgirl n'est autre que celle de Gloria Stewart, que vous connaissez peut-être comme la version plus âgée de Rose dans Titanic. Alfred et Gordon sont ici pour la 4e fois interprétés par Pat Hingle et Michael Gough. On peut revoir également pour la 3e fois dans un petit caméo la femme de Bob Kane, créateur de Batman. Corey Haim, de Génération Perdue, fait une petite apparition dans un gang de bikers, à côté de ceux-là déguisés en personnages de Orange Mécanique. Toujours côté casting, les fans auront peut-être reconnu la voix de John Glover, qui joue le docteur Woodrow, qui donnait sa voix à l'homme mystère dans le dessin animé Batman, et qui interprétera Lionel Luthor dans Smallville. Michael Reed McKay, qui joue Bane, sera quant à lui Jason Stryker, des années plus tard dans X-Men 2. Uma Thurman partage déjà l'écran avec Vivica Fox avant de se retrouver dans Kill Bill et porte un costume qui rappelle beaucoup Barbarella. Quant à Arnold Schwarzenegger, il partage à nouveau l'affiche avec son partenaire de Predator, Jesse Ventura, qui sera lui aussi élu gouverneur en 1998. Et si l'on doit retenir une chose de ce film, ce sont peut-être les mauvais jeux de mots autour de la glace lancés par Schwarzy. On a compté pour vous, il en dit 27 différents, ça jette un froid comme on dit. Batman en fait d'ailleurs quelques-unes, dont Hey Freeze, the heat is on, le chauffage est en route, une référence à la chanson du même titre rendue célèbre par le flic de Beverly Hills. On a aussi noté la vanne We're gonna need a bigger cave, nous allons avoir besoin d'une plus grande cave en référence aux dents de la mer. Et enfin, c'est pour ça que Superman travaille seul. Marrant quand on sait que Batman et Superman finiront par collaborer dans l'Aube de la Justice en 2007. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ? Si vous avez été enfant au début des années 90, vous vous souvenez forcément de vos dessins animés du samedi et de celui qui vous faisait briller les yeux, Batman, la série animée. Un show mémorable qui, en plus de nous faire rêver, aura eu des répercussions sur l'univers du Chevalier Noir. Composée de 84 épisodes, la série était pleine de rebondissements et de nouveaux personnages inédits, spécialement créés ou modifiés pour le show. Par exemple, le désormais célèbre personnage de Harley Quinn est apparu pour la première fois dans l'épisode Chantage à crédit de la saison 1, avant d'être repris dans le reste de l'univers Batman. Idem entre autres pour le méchant Lock-Up ou l'agent René Montoya, qui vient également de la série et qui réapparaîtra plusieurs fois et notamment dans la future série Gotham. Dans le même registre, le passé du méchant Dr Freeze eut le droit à un petit lifting par rapport à ses origines, en passant d'un scientifique fou des années 60 à un homme pleurant la perte de sa femme dans la série. La série animée a aussi la chance de compter parmi ses multiples voix originales de nombreux grands noms du grand ou du petit écran. Le Chapelier Fou est doublé par Roddy McDowall, le fameux Cornelius de la première Planète des Singes. John Glover, le père de Lex Luthor dans Smallville, double l'Homme Mystère, quand Ron Perlman lui-même double les méchants Killer Croc, Bane et Gueule d'Argile, entre autres. Et pour ce qui est du méchant de tous les méchants, le Joker, la voix originale n'est autre que celle de Mark Hamill, et oui, le Luke Skywalker de Star Wars en personne. Petit détail du même calibre, le personnage de Grey Ghost qui apparaît dans le 18e épisode est doublé par Adam West, c'est-à-dire nul autre que le Batman de la série télévisée des années 60. Et au rayon des caméos, l'un des créateurs du show, Bruce Timm, donne même de la voix pour incarner Ted Dimer, le méchant de ce même épisode. En plus de ces célèbres voix, on aura remarqué que le titre de la série n'est jamais affiché une seule fois pendant le sublime générique de début. La série gagnera un titre à partir de la 3e saison pour mettre en avant le personnage de Robin. Notons aussi que ce célèbre générique reprend en réalité l'épisode pilote utilisé pour vendre la série à Warner, dans lequel Batman se bat contre des voleurs de bijoux. Et pour parler du Chevalier Noir lui-même, son design est basé sur le personnage principal de la série animée Le Fantôme de l'espace, sorti en 1966.
Quant au design du pingouin, il est directement calqué sur le look de Danny DeVito dans Batman le Retour, un film qui était en plein tournage pendant la production de la série animée. Et justement, le réalisateur Tim Burton a le droit lui aussi à un caméo avec le personnage de Twitch, un informateur de Batman dans l'épisode 50. On aura également noté que dans la plupart des épisodes, on peut voir des personnages feuilletés des BD des Tiny Toons, autre production de la Warner à l'époque, ou encore que dans l'épisode 9 de la saison 4, lorsque le personnage de Killer Croc montre les coupures de journaux à Baby Doll, on peut voir qu'un exemplaire vient du Daily Planet, le journal de Clark Kent, Superman. Un beau clin d'œil à la série animée Superman qui arrivera quelques années plus tard. Enfin, même si les personnages d'Alfred et du commissaire Gordon comptent sans doute parmi les plus importants de l'univers Batman, ces deux hommes n'échangent pas un seul mot pendant toute la durée de la série, même s'ils apparaissent souvent côte à côte. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Avant The Dark Knight Rises et son Bane, avant le Joker de Heath Ledger, il y avait le tout premier film de la trilogie Batman de Christopher Nolan, Batman Begins, une origin story qui révèle son lot de petits détails et secrets qu'on vous propose de découvrir dès maintenant. Adapté du célèbre comic book, ce reboot sorti en 2005 se fait le luxe de présenter pour la première fois l'épouvantail en grand méchant d'un long métrage. Interprété par Cillian Murphy, il n'est cependant pas le seul opposant que devra combattre Batman. En effet, notre héros devra aussi se frotter à Ra's al Ghul, autre fameux méchant de l'univers du Chevalier Noir. Saviez-vous d'ailleurs que ce nom de Ra's al Ghul a une signification assez macabre? Il peut ainsi se traduire par tête de démon en arabe. Une signification amusante quand on sait que le méchant est à la tête d'une organisation qui s'appelle le démon. Outre ces deux méchants, d'autres bad guys de l'univers Batman peuvent être aperçus dans le film, comme par exemple ce monsieur Zsasz au début, serial killer de son état, et qui, si on y regarde de plus près, possède des cicatrices sur son cou. Le personnage est en fait une référence au méchant du même nom venu des comics, qui a pour habitude de se faire une cicatrice à chacune de ses victimes. Ambiance. De plus, à la fin du film, on aura tous tremblé d'excitation sur notre fauteuil à l'apparition de la carte du Joker, nous préparant à The Dark Knight, qui sortira 3 ans plus tard. Mais aviez-vous remarqué ce qu'il y avait inscrit sur le sac contenant la carte? On peut y lire que celle-ci a été trouvée par un certain Joker, l'un des pseudonymes connus du célèbre méchant. Outre ces références de fans sur l'univers du justicier masqué, Batman Begins nous permet également de remarquer que sur le pull du jeune Bruce est déjà visible un motif rappelant le symbole du chevalier noir stylisé, qu'est suspendu ici un pyjama Batman, arborant le célèbre logo, ou encore que dans ces mêmes bas quartiers, on peut découvrir le tout jeune Jack Gleeson, futur interprète de l'horrible Joffrey de Game of Thrones, pour son premier rôle crédité au cinéma. Et c'est Batman qui le sauve. Ah bravo l'homme chauve-souris, hein. Le film nous laisse voir que le réalisateur Christopher Nolan en a aussi profité pour placer quelques connaissances dans son film, comme son propre oncle, l'acteur John Nolan, visible en membre du conseil d'administration, ou encore l'actrice Lucy Russell ici, et l'acteur Jeremy Theobald là, c'est-à-dire les deux protagonistes principaux du tout premier film de Nolan, Following, le suiveur. Comme quoi, même à Hollywood, on n'oublie pas les copains. Enfin, un petit détail sur la bande originale du film composée par Hans Zimmer et James Newton Howard et qui a une liste de morceaux un peu originale. En plus de n'être rempli que de noms de type de chauve-souris, les premières lettres des morceaux 4 à 9 sur l'album écrivent le mot Batman. Et ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Un justicier sombre et torturé contre le plus incontrôlable de ses adversaires, tout ça sous l'œil grandiose d'un Christopher Nolan en grande forme. Tout le monde se souvient de The Dark Knight et de son Joker inoubliable, interprété par le regretté Heath Ledger. Tout le monde s'en souvient, oui, mais aviez-vous remarqué un détail du film lié à l'un des employés de Wayne Industries, Coleman Reese? Attaché à refaire le point sur les comptes de l'entreprise, il découvre que son employeur n'est autre que Batman et a bien envie d'en tirer profit, jusqu'à ce que Lucius Fox lui fasse comprendre que ce n'était pas une si bonne idée que ça. Lors de leur entrevue, Morgan Freeman appelle alors l'employé Monsieur Reese, en anglais Mr. Reese, un jeu de mots mystérieux donc, et bien sûr un patronyme, à la manière de celui d'Edward Nygma, alias l'homme mystère. Alors simple blague ou façon de teaser un futur vilain pour la trilogie, en tout cas Christopher Nolan semblait avoir de la suite dans les idées. The Dark Knight nous laisse également entrevoir un smiley dessiné par des impacts de balles sur le pare-brise d'un camion lors de la course-poursuite sur l'autoroute, la date de la sortie du film le 18 juillet 2008 sur la photo de caméra de surveillance du braquage du Joker, que ce dernier a de la peinture blanche plein les mains, une idée de Heath Ledger qui voulait montrer que le criminel appliquait lui-même son maquillage, et que le modèle de la rutilante Lamborghini Murcielago de Bruce Wayne n'est pas anodin, puisque Murcielago signifie chauve-souris en espagnol. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? Après la peur, après le chaos, le Batman de Christopher Nolan arrivera-t-il à surmonter la douleur physique? C'est le défi que le Chevalier Noir va tenter de surmonter dans The Dark Knight Rises, dernier opus de la trilogie du réalisateur britannique et dont on vous propose de découvrir les petits secrets et détails. Attention, spoiler! Et comme on arrive à la fin de l'histoire, il est temps de revoir un peu la trilogie dans son ensemble, notamment sur le début de chacun des films étrangement similaires. Avez-vous par exemple remarqué que Batman Begins, The Dark Knight et le film du jour débutent tous par une scène où le grand
grand méchant du film se fait passer pour l'un de ses sbires? Ra's al Ghul dans sa forteresse, le Joker pendant le braquage ou encore Ben dans l'avion, tous jouent ce petit jeu des apparences. Autre détail amusant, chaque film de la trilogie est plus long de 12 minutes que le précédent. Batman Begins durait 140 minutes, The Dark Knight 152 minutes et enfin The Dark Knight Rises arrête son compteur à 164 minutes. Ce dernier épisode est aussi l'occasion pour Nolan et ses scénaristes Jonathan Nolan et David S. Goyer de remplir cet ultime film de plein de subtiles références à l'univers de Batman et notamment à ses méchants. Ainsi, en plus des bad guys bien identifiés du film, les plus attentifs auront remarqué que dans la scène de poursuite à moto, Bane porte un blouson de cuir marron et un casque rouge à l'image du méchant Red Hood, que l'un des bras droits de Bane, nommé Barsad, est un sniper expert en précision qu'il porte constamment un gilet pare-balles et une écharpe rouge, fine référence des scénaristes au méchant Deadshot, autre opposant de Batman dans les comics. Durant le film, l'officier Blake, joué par Joseph Gordon-Levitt, parle d'alligators géants qui se trouveraient dans les égouts de Gotham, petit clin d'œil de nouveau à l'illustre méchant Killer Croc. Dans le même registre, le personnage de Daggett, le rival économique de Bruce Wayne, joué par Ben Mendelsohn, est une référence au méchant Gueule d'Argile, Roland Daggett étant dans les comics le responsable de la transformation d'un modeste acteur en cette effroyable créature. Enfin, si Nolan a refusé l'idée d'avoir le Joker dans le film, en respect à la mémoire d'Heath Ledger, il lui a tout de même rendu hommage avec ce plan où l'on peut clairement voir les yeux et le large sourire du célèbre alter ego de Batman. Outre ces références de fans à l'œuvre originale, le film nous offre d'autres petits détails intéressants, comme le chant entonné par les compagnons de prison de Bruce Wayne, Deshiba Sarah, qui veut dire Rise, s'élever en marocain, ou que l'équipe de football américain des Gotham Rogues est composée d'authentiques athlètes de l'équipe des Pittsburgh Steelers, qui arbore d'ailleurs les mêmes couleurs jaunes et noires que l'équipe fictive du film. Les fans de Christopher Nolan auront également noté que le docteur qui ausculte Christian Bale dans le film est joué par Thomas Lennon, qui avait également interprété le rôle du docteur dans Memento, ou enfin que lors de la scène de recueillement sur la tombe de Bruce Wayne, le nom sur la pierre tombale a en fait été rajouté en post-production et affiché en réalité pendant le tournage celui de Miranda Tate, histoire de brouiller les pistes sur la fin du film. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? Un dieu contre un homme, le jour contre la nuit, le fils de Krypton contre le Bat de Gotham. Après des années d'attente, le duel Batman vs Superman a vu le jour grâce à Zack Snyder. Un combat dantesque qui, entre deux bourre-pifs, délivre un paquet de clins d'œil et de références qu'on s'empresse de vous révéler. Attention, spoiler. Et des références pour y en avoir, il y en a. Pour commencer, honneur à Superman et aux multiples rappels à son univers, comme par exemple le photographe qui accompagne Lois au début du film et qui s'avère n'être autre que Jimmy Olsen, grand ami de Superman et personnage important dans les comics. D'ailleurs, la bande dessinée originale a le droit à ses clins d'œil, notamment dans cette scène où Perry dit à Clark qu'ils ne sont plus en 1938, année justement de la première apparition de l'homme d'acier. Enfin, on peut apercevoir ici que Bruce Wayne arrête sa voiture dans Shelby Street, qui est également le nom du chien des Kent, visible dans la série Smallville. Batman, justement, a aussi le droit à son lot de petites références. La première est faite avec ce personnage tatoué, bras droit de Lex Luthor, qui se nomme Anatoly Kniazev, plus connu dans les comics sous le nom de KGBeast, ennemi récurrent de l'homme chauve-souris. Mais ce n'est pas le seul super-vilain à être teasé, puisque lors du combat entre Batman et Superman, un point d'interrogation, symbole de l'homme mystère, peut être aperçu juste ici. Le Joker, lui, est évoqué dans cette conversation entre Clark Kent et Bruce Wayne, quand ce dernier évoque son habitude de rencontrer des fous habillés en clown, ou encore juste avant avec sa signature là, sur un costume de Robin bien abîmé. Pour l'anecdote, cette scène renvoie au comic book Un deuil dans la famille, dans lequel le Joker tue Robin justement. Les nostalgiques auront de plus remarqué le nom des docks sur lesquels se rencontrent pour la première fois Batman et Superman, et oui, Nicholson, clin d'œil évidemment à Jack Nicholson, interprète du Joker dans le Batman de Tim Burton. Pour revenir sur les origines du film, celui-ci se base essentiellement sur le comic book The Dark Knight Returns de Frank Miller. Intrigue relativement similaire et même armure pour la chauve-souris entre autres, la couverture de la bande dessinée est même reprise dans le combat final, lorsque l'ombre de Batman apparaît brièvement devant un éclair ici, subtil. Le film, s'il a déjà beaucoup à faire, doit aussi préparer le prochain Justice League, le grand rassemblement des héros d'ici. Il en profite ainsi pour placer les caméos du Flash, d'Aquaman et de Cyborg, en plus d'une Wonder Woman bien visible dans un second rôle. D'ailleurs, le film nous montre une première image du film solo Wonder Woman prévu à l'été 2017, lorsque Bruce Wayne fait des recherches. On peut même y reconnaître les acteurs Chris Pine et Saïd Taghmaoui. Si les héros de la Justice League sont bien présentés, leur futur grand rival Darkseid est aussi annoncé, notamment dans les séquences de rêve de Bruce Wayne. Dans ces scènes, on peut en effet noter cet énorme signe Oméga, symbole du bad guy, ainsi que ces énormes cheminées de feu déjà présentes sur la planète d'origine du monsieur, ou encore ces horribles sbires ailés, les Parademons, ici. Voilà qui promet pour la suite.
Le film propose pas mal d'autres petits détails amusants, comme le film à l'affiche dans la scène de flashback au début, Excalibur, dans lequel le roi Arthur finit empalé par Mordred, exactement comme Superman qui finit empalé par Doomsday à la fin du film. Une fin qui voit Lex Luthor emprisonné et où il est appelé dans cette scène par le garde via son matricule AC231940, clin d'œil à la première apparition du méchant dans le Action Comic numéro 23, sorti en 1940. Autre clin d'œil, plus malin cette fois, avec le numéro inscrit sur son uniforme, 16TK21, qui était déjà le numéro d'un Stormtrooper dans le tout premier Star Wars. En vrac, on aura également aperçu au début du film que les policiers regardent le match de football Metropolis contre Gotham, que très étonnamment, Superman et non Clark Kent n'a que 43 lignes de dialogue dans tout le film, quand Wonder Woman, elle, n'en compte que 16. Enfin, les cinéphiles auront soulevé qu'en 2006, dans Hollywoodland, Ben Affleck était George Reeves, l'un des premiers acteurs à avoir incarné Superman, ce qui fait de Ben Affleck le seul acteur à avoir joué à la fois Batman et Superman à l'écran. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?